Bonjour à tous, bienvenue à cette session du camp de carrière 2022. Merci d'être là en si grand nombre. Je m'appelle Marc-André Leblanc et je serai votre modérateur pour la session d'aujourd'hui. J'utilise le pronom il, lui. Je suis un agent libre du Canada de travail dans la fonction publique depuis maintenant 2019. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'animer la session intitulée Relier votre plan d'apprentissage à vos besoins en le construisant de façon stratégique. Notez que cette session est offerte en français, mais qu'une session en anglais sur le même sujet est présentée de manière simultanée. Please note that this is a French session, but that the English segment on the same subject is being held simultaneously in a different webinar. If you prefer attending the English session, the link will be dropped in the chat in a couple of moments. Donc, si vous préférez participer à la session en anglais, le lien va se retrouver dans la boîte chat dans quelques instants. Pour commencer, je tiens à souligner que le territoire sur lequel j'ai le bonheur d'animer cette session aujourd'hui est le territoire de Mi'kma'we, le territoire traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Wolastoqey et les Mi'kmaq ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1726. Les traités en question ne comportaient pas de clause relative à la sécession des terres et des ressources, mais reconnaissaient le fait et le titre des Mi'kmaq et des Wolastoqey et définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. Je sais que certains d'entre vous viennent peut-être de diverses régions du pays et je vous encourage donc à prendre un moment pour reconnaître le territoire que vous occupez. Au fur et à mesure que se déroule la séance d'aujourd'hui, veuillez nous faire part de vos commentaires dans l'espace de discussion, le petit bouton chat situé au bas de votre écran. Aussi, à la fin de la session, il va y avoir une session de questions et réponses. Je sais qu'on a beaucoup d'apprenants qui reviennent à nos sessions. Vous commencez à connaître la routine, mais pour ceux qui en sont peut-être à leur première session du camp de carrière 2022, vous pouvez utiliser le bouton Q&R ou Q&A si votre Zoom est en anglais au bas de votre écran. Et là, vous pouvez poser vos questions aux panélistes ou encore aller voir les questions que les gens ont déjà posées et de mettre un pouce sur les questions qui vous semblent les meilleures. Et comme ça, on pourra demander les meilleures questions à nos panélistes un peu plus tard dans la session. Afin de mettre en valeur les apprentissages prévus aujourd'hui, pourquoi pas passer en revue les objectifs d'apprentissage pour ce segment du camp de carrière. Donc, les objectifs d'apprentissage après la session, les buts qu'on peut se donner comme apprenant, ce serait de reconnaître l'importance de la réalisation d'un plan d'apprentissage obligatoire et des discussions qui l'accompagnent pour arriver à ce plan, de créer un plan d'apprentissage ciblé pour des aspirations professionnelles individuelles, d'identifier ce qui est possible et ce qui est probable pour les approbations d'un plan d'apprentissage, de structurer la discussion avec son gestionnaire, y compris la justification de l'approbation de l'apprentissage. Donc, un horaire assez chargé pour cette session, mais pour nous accompagner dans tout ça, nous avons 3 panélistes chevronnés qui vont me faire plaisir de vous présenter. Tout d'abord, notre premier panéliste est nul autre que Robert Armstrong. Établi à Halifax, en Atlantique, Robert est un gestionnaire de programmes de ressources humaines au sein de Services publics et Approvisionnement Canada pour la région de l'Atlantique. Avant de revenir à la SPAC, il avait passé 11 ans au sein de l'École de la fonction publique du Canada où il a travaillé au perfectionnement des employés et des organisations au sein de tous les ministères. Donc, certainement bien placé pour nous parler des plans d'apprentissage aujourd'hui. Le prochain panéliste est nul autre que Derek Jones. Derek est un fonctionnaire fédéral depuis plus de 20 ans qui a occupé divers rôles professionnels et de gestion en ressources humaines. Il est actuellement analyste principal des politiques au bureau du Conseil dirigeant principal des ressources humaines du secrétaire du Conseil du Trésor. À travers sa carrière, il a acquis de l'expérience dans divers domaines, dont les programmes d'apprentissage. Donc, encore une fois, des excellents liens à faire avec nos apprentissages aujourd'hui.
Et la dernière et non la moindre est nulle autre que Annie Thériault. Annie Thériault est directrice des services partagés en ressources humaines pour Services et publics et approvisionnement Canada, soit un groupe dynamique qui offre toute la gamme de services en RH au ministère et aux agences de la fonction publique. Avec 18 ans d'expérience dans la supervision d'employés, elle gère des équipes virtuelles depuis 2003. Donc, on aura avec Annie et aussi Robert qui travaille en région une grande expertise à amener aujourd'hui sur tout ce qui est côté virtuel, alors qu'on a deux experts qui, je pense, faisaient ce travail-là même avant la pandémie de la COVID-19. Également, Annie a poursuivi une carrière au sein de la direction dans l'espoir d'avoir une plus grande incidence sur l'amélioration du bien-être en milieu de travail. Déterminée à faire une différence et à encourager les gens autour d'elle à développer leur plein potentiel, comme que je ne doute pas qu'elle va faire aujourd'hui. Merci à vous trois énormément d'être présents avec nous aujourd'hui. J'ai bien hâte d'apprendre. Et d'ailleurs, pour lancer le bal, sans plus tarder, je pense que pour mettre la table, j'aimerais passer la parole à Derek, qui pourrait nous parler un peu de tout ce qu'on peut demander dans son plan d'apprentissage, les budgets qui peuvent être prévus, etc. Donc, Derek, je te lance directement la balle pour commencer. Pas oublier d'enlever ton mute, Derek. Voilà. Oui. Vas-y. Ah oui, la technologie, vous pouvez m'entendre? Très bien, merci. Excellent. Merci beaucoup, Marc-André, pour toute l'introduction. C'était vraiment gentil. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci aussi à tout le monde qui a organisé cet événement et le succès de cet événement. Félicitations. Pour commencer, quand on parle d'un plan, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'aide beaucoup d'écrire mes buts. Et puis, le plan, on peut regarder le plan d'apprentissage un petit peu comme ça, si on enlève toutes les autres choses. C'est une bonne idée, quand on écrit des choses, on va probablement être nos chances de les accomplir vont être probablement plus hautes. Alors, c'est probablement une bonne idée de penser un petit peu sur qu'est-ce que vous voulez apprendre durant votre temps comme étudiant, durant votre emploi. Et puis, en faisant ça, et aussi, il faut penser que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de demander pour faire un plan d'apprentissage et pour avoir cette discussion avec votre gestionnaire. Mais vous pouvez préparer pour ça, et on va parler de ça un peu plus tard dans la présentation. Mais le plan d'apprentissage, c'est quelque chose qui, vous avez le droit à ça. Les gestionnaires ont besoin d'avoir ce plan pour vous. C'est même dans la directive sur l'embauche des étudiants. Je travaille avec cette directive-là et je sais que c'est quelque chose que vous avez le droit à ça. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de faire la demande pour avoir une discussion sur le plan d'apprentissage avec votre gestionnaire. Alors, pour le plan, comme je vous ai dit, important de penser un petit peu avant d'aller parler avec votre gestionnaire, écrire qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez apprendre en ce qui concerne votre poste actuel sur le court terme. Mais aussi, vous pouvez penser à votre carrière. Qu'est-ce que je veux apprendre pour ma carrière? Si on pense à des postes qu'on veut avoir dans le futur, vous pouvez prendre cette opportunité pendant que tu travailles dans le gouvernement, de prendre avantage de toutes les bonnes opportunités pour apprendre, soit des cours, mais aussi ça peut être des opportunités de travailler sur des projets, parler avec vos collègues. Alors, court terme, long terme. Et la dernière chose, parce que je ne veux pas prendre tout le temps, Marc-André, c'est qu'il faut penser, il y a des cours disponibles à l'École de la fonction publique. Ça, c'est des cours qui n'ont pas un coût à votre gestionnaire. Alors, vous pouvez aller prendre ces cours-là. Ils sont online, la plupart sont en ligne, ces cours-là. Et en plus, s'il y a des cours hors de ça, habituellement, le gestionnaire a un budget pour l'apprentissage. Et si vous pouvez faire votre demande et ça fait de sens, il pouvait peut-être vous appuyer avec la demande.
So, je vais terminer là, je vais passer mes collègues, mais merci beaucoup, Marc-André, pour la chance de partager ça. Merci, Derek, de mettre la table. C'est vrai qu'on est, j'oserais dire, chanceux, privilégié même dans la fonction publique d'avoir ces plans d'apprentissage-là. Moi, étant nouveau, je me rappelle en 2019, quand mon gestionnaire m'a demandé OK, qu'est-ce que tu veux développer? Qu'est-ce que les compétences que tu veux approfondir dans la prochaine année? J'étais comme wow, ça vient d'où tout ça? Puis, pour faire allusion à un petit commentaire qui était dans le chat, non, on va parler vraiment pour tous les fonctionnaires parce que, comme Derek le mentionnait, les plans d'apprentissage, c'est de quoi que tous les fonctionnaires ont le droit et même devraient avoir dans leurs ententes de rendement. Pour continuer là-dessus, je passe la parole à Annie. Merci Marc-André. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis contente de faire partie de cette session parce que les plans d'apprentissage, c'est un outil de développement qui me tient vraiment à cœur. Je trouve qu'il y a des fois des gens qui ne savent même pas que ça existe ou qui ne peuvent pas s'en servir à leur plein potentiel. Alors, j'espère de vous donner des petits trucs aujourd'hui de comment le préparer, comment en tirer le plein profit, disons. Et moi, je suis très, très d'accord avec Derek quand il dit, bien, premièrement, c'est un plan. Alors, un plan de match, quand on a un plan, c'est définitivement un bon départ et moi, je suis très d'accord avec ça. Et puis, je pense qu'il y a différentes perspectives qu'on peut avoir quand on pense à notre plan d'apprentissage. D'abord, comme il l'a mentionné, bien, il y a l'apprentissage obligatoire. Dans chacun de vos ministères, là, vous allez voir, il y a des cours à suivre, des cours en ligne ou des activités d'ateliers, peu importe qu'est-ce que c'est. Ça, on ne s'en sauve pas, ça en fait partie, qu'on veuille ou pas, de notre plan d'apprentissage. Et puis, je sais que, ben, il y en a peut-être qui sont comme moi, qui ne sont pas trop friands des cours en ligne virtuels, là, où est-ce que tu lis puis tu écoutes les petites vidéos. Là, moi, ce n'est pas mon préféré style d'apprentissage, mais je vous invite quand même, ceux comme moi, à en tirer parti, à en faire le meilleur que vous pouvez en faire. Ça fait partie de la partie qu'il faut faire, qu'est-ce que vous voulez. Donc, ça fait partie de votre plan d'apprentissage, si vous voulez. La plupart des gens, moi, j'invite les gens, en tout cas, dans mon organisation, à le mettre dans leur plan. Ensuite, comme Derek l'a bien dit, il y a l'apprentissage que tu as besoin pour faire ta job actuelle. Donc, c'est important pour faire un bon travail que tu aies les outils, que tu puisses avoir les connaissances, les compétences nécessaires pour le travail que tu fais bien en ce moment. Et je veux juste faire une parenthèse ici pour les gens qui rêvent de passer au prochain niveau, là. C'est très important de bien maîtriser le niveau où vous êtes. Parce que si vous me dites, « Ah, Annie, moi, je serais la meilleure AS5 au monde, mais si tu n'es pas une bonne AS3 tout de suite, qu'est-ce qui va me faire penser que tu es prête pour l'AS5? » Fait que je comprends que des fois, on n'est pas au bon niveau ou on rentre dans un niveau d'entrée puis on sait qu'on peut faire plus que ça. Puis je suis très d'accord avec ça, mais c'est important d'exceller au niveau où vous êtes parce que c'est le début. Okay? C'est comme ça qu'on se fait une réputation, c'est comme ça qu'on entend parler de nous, c'est comme ça qu'on se fait des bonnes références, etc. Donc, il faut investir aussi dans notre travail actuel, comment bien le faire. Et là, on peut penser à notre développement professionnel. Alors, quand Derek disait c'est important d'avoir un plan, bien, moi, je pars tout le temps du postulat qu'on peut avoir un plan pour aller au prochain niveau, c'est certain. Donc, bien faire notre travail du meilleur possible. Ensuite, vouloir aller au niveau ou vouloir atteindre sa dream job. La job qu'un jour là, tu rêves d'avoir, là, ça ressemble à quoi? Et là, c'est comme ça que tu peux commencer à établir ton plan pour aller voir c'est quoi exactement que tu as besoin pour aller au prochain niveau ou pour aller atteindre ton objectif ultime, là, ta dream job. Et là, tu peux te faire une liste de ce que ça prend, une liste de ce que toi, tu as et de ce que toi, tu penses que tu as moins ou que tu aurais besoin d'acquérir. Et là, cet écart-là, ben, c'est là-dessus que porte ton plan d'apprentissage. Donc, vous allez voir que quand c'est le temps de faire un plan d'apprentissage, on a souvent tendance à aller penser à « Ah, je vais m'inscrire à un cours. » Oui, d'accord avec ça. Sauf que, en tant que gestionnaire pendant plusieurs années, ma démarche actuelle, puis là, dans le monde physique, un jour, un employé m'est arrivé avec sa liste de... Mon plan d'apprentissage, c'est ça. Et là, j'avais 2 pages de liste d'épicerie, de code de cours. Là, j'ai dit, viens avec moi, on va traiter ta demande. Je suis allée au Shredder, puis j'ai mis la liste dans le Shredder. Il n'était pas content. Puis j'ai fait, là, tu vas m'expliquer qu'est-ce que c'est ton objectif. Qu'est-ce que c'est que tu veux développer? Et là, on va regarder à comment on peut développer ce type d'objectif-là. Parce que oui, les cours, c'est important, puis je ne veux pas nier ça du tout, c'est très important, mais il y a une
immense variété d'activités qu'on peut mettre dans un plan d'apprentissage. Apprendre, ça ne se fait pas juste dans une salle de classe. Apprendre, ça se fait tous les jours. Il y a différents styles d'apprentissage et il y a aussi différentes activités d'apprentissage. Et ça, je pourrais y revenir encore une fois. Moi non plus, je ne vais pas tout prendre le temps. Mais je vais investir certainement dans vous dire ceci, c'est qu'au-delà des cours, je vous invite à réfléchir sur le fait qu'il y a du temps que vous pouvez investir. Et à quoi vous voulez investir ce temps-là? Bien, ça peut être du temps de réseautage. Ça peut être du temps dans un comité. Ça peut être du temps à passer sur l'exécutif d'un comité. Ça peut être du temps à passer à faire du bénévolat à quelque part pour acquérir une compétence, une expérience. Si vous avez besoin, par exemple, de développer des compétences en leadership, bien, ça se fait bien, ça, dans des comités, dans du bénévolat. Si au travail, là, personne ne va vous donner 25$ à gérer là, parce que c'est dur d'avoir une délégation financière, mais dans un organisme à but non lucratif, vous allez pouvoir gérer des finances, acquérir de l'expérience là-dedans. Fait qu'il faut voir un peu plus grand des fois et vraiment être créatif là-dedans. Donc, ça peut être du coaching que vous avez besoin. Ça peut faire partie d'un plan d'apprentissage. Ça peut être du shadowing, aller passer une journée sous l'épaule de quelqu'un pour voir. Moi, je rêve de devenir PE en ressources humaines, là, mais j'ai aucune idée vraiment qu'est-ce que ça fait un PE. Moi, j'ai une idée, je pense que je le sais, mais je ne le sais-tu vraiment? Alors, je vous invite à communiquer avec quelqu'un et à dire, fais-moi passer la journée avec toi. Je veux voir c'est quoi ta job, à quoi ça ressemble ton quotidien, valider, est-ce que c'est ça que je pense que c'est pour commencer? Puis ensuite, hey, comment toi, tu es arrivé là? Alors, ça peut être du storytelling, s'asseoir avec quelqu'un qui fait la job que vous pensez que c'est ça que vous voulez faire, puis dire, parle-moi de ta job, comment ça se passe ton quotidien, valider, est-ce que c'est ça que je veux vraiment faire et comment tu as acquis, toi, ces compétences-là? Qu'est-ce que tu penses qu'il me manque pour faire ce plan-là dont on parle? Ça peut être de la lecture, aller passer un petit peu de temps sur l'Internet là, à faire des recherches, puis aller lire des études, lire des analyses, faire de la lecture sur vos apprentissages. On apprend beaucoup quand on fait de la lecture. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas tout le temps sur ma job de faire ça. Ça peut être dans mon plan d'apprentissage. Ça peut être de faire de la recherche. Ça peut être des conversations. Moi, je me rappelle au début de ma carrière, j'avais de la misère avec mon anglais. J'ai appris l'anglais tard dans ma vie d'adulte. C'était pas facile, puis j'avais pas nécessairement la chance de pratiquer tant que ça non plus. Donc, dans mon plan d'apprentissage, à toutes les 2 semaines, j'avais 1 heure de pratique de ma langue seconde, puis je pratiquais mon anglais avec une de mes collègues à Terre-Neuve qui, elle, voulait pratiquer son français. Donc, pendant une demi-heure, je lui parlais en anglais et elle me parlait une demi-heure en français. Et en plus de pratiquer notre langue seconde, moi, j'ai appris tout ce qui se passait dans sa province, tout ce qui se passait dans sa branche à elle. C'était tellement enrichissant. Donc, voyez-vous comme à un moment donné, il faut juste aussi regarder plus haut sur la montagne puis voir, il y a juste votre imagination qui limite ce qui peut être sur un plan d'apprentissage. Ça peut être un gros paquet de n'importe quoi. Ça peut coûter extrêmement cher, des programmes qui coûtent 3 000, 5 000, un cours à l'université, mais ça peut être quelque chose qui coûte juste un petit peu de temps et zéro argent aussi. Alors, vraiment, c'est d'utiliser cette imagination-là. Puis, quand on part avec l'élaboration d'un plan, bien, à ce moment-là, on peut sortir un peu des sentiers battus puis aller explorer. C'est quoi les façons de développer qu'est-ce qu'on a de besoin? Et il y a 100 millions de façons, vraiment. Désolé, wow, Annie, pour tous ceux et celles qui se sont joints en se disant le plan d'apprentissage, c'est des cours à l'école de la fonction publique, on voit que les opportunités sont bien, bien plus larges que ça. Donc, on pourra même en revenir là-dessus un petit peu lors de la période de questions, bien sûr. Merci, Annie. Maintenant, pour conclure les présentations initiales, Robert. Merci Marc-André, merci Annie et merci Derek. C'est un bon début. Hein? On a couvert beaucoup de terrain. Merci Annie. J'ai travaillé pendant quelques années avec Annie, puis c'est une passion pour le développement des gens, pour le développement des employés que vous voyez présentement. Donc là, je ne veux pas répéter trop ce que les autres ont dit, mais j'aimerais retourner un peu sur l'introduction que tu avais donnée, Marc-André, sur les objectifs de notre séance. Donc là, on avait parlé d'une différence entre ce qui est probable et ce qui est possible, right? So, quand on voit un plan d'apprentissage, et c'est vrai que c'est une obligation
pour tous les employés au fédéral d'avoir un plan d'apprentissage. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas que j'ai vus pendant ma carrière, il y a comme un manque, je m'excuse là, mais un manque de créativité au niveau du développement de nos plans d'apprentissage. Right? On va, puis on se penche sur la tradition. Right? Il y a, comme Annie a dit, il y a des cours avec les codes à l'École de la France du Canada ou même au sein de nos propres ministères. Et c'est vrai que souvent, c'est des obligations, c'est des formations obligatoires, c'est des formations nécessaires même pour faire notre job d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça. Mais là où on peut être plus créatif, c'est de repenser un peu le but, comme Derek a dit, l'objectif de nos plans. Est-ce que le plan est de renforcer nos compétences actuelles pour notre job actuel? Oui, souvent. Mais dans la plupart des cas, ce qu'on devrait penser, c'est à notre carrière à long terme, comme lui a dit. Donc là, on peut être plus créatif et penser non pas à ce qui est probable, parce que ce qui est probable est déjà là. C'est déjà cuit. Right? Alors, on nous donne la liste des formations obligatoires selon notre rôle. Est-ce qu'on est superviseur, ingénieur, gestionnaire, exécutif? Donc, on a notre liste de choix qui sont là. Mais ce qui est possible, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc là, j'aimerais souligner un peu ce qu'Annie a dit. Il faut repenser un peu à la négociation, la discussion, la conversation entre moi, l'employé, et ma gestionnaire. Qu'est-ce que moi je vise dans l'avenir prochain et dans l'avenir à long terme. Donc là, je pense plus à ma carrière qu'à mon travail actuel. Et je peux être créatif. Je peux penser peut-être aux choses qui ne sont pas traditionnelles, comme des cours en ligne, virtuels, ou même des cours en personne éventuellement après la pandémie. Il y a d'autres choses que je peux faire. Est-ce que je peux être bénévole? Est-ce que je peux jouer un rôle sur un comité comme la campagne charitable ou même un comité de diversité, mettons? Est-ce que je peux développer mes compétences de gestion si je ne me trouve pas dans un rôle de gestionnaire? Est-ce que je peux gérer un projet? Est-ce que je peux être le lead sur une initiative régionale, une petite initiative dans mon unité à repenser l'un de nos processus? Donc là, il y a d'autres façons à développer les compétences autres que des cours traditionnels. Et donc, c'est ça que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est l'importance d'être plus créatif et de non pas seulement penser à la liste des formations obligatoires qui se trouvent sur la page intranet de notre ministère. Et donc, on va parler de ça sûrement cet après-midi. Merci, Robert. Merci. Un rappel au public, il y en a quelques-unes qui commencent à entrer, de ne pas hésiter d'utiliser le bouton Q et R, poser vos questions. On va y arriver dans quelques instants. Mais là, avant d'aller plus loin, c'est une question qu'on n'avait même pas préparée, mais je vais prendre un pas de l'arrière, puis là, on ira dans les détails. Quand est-ce, comme fonctionnaire, qu'on est censé faire un plan d'apprentissage? À quelle fréquence? Puis, faut tout de suite courir voir nos gestionnaires comme tout de suite après la rencontre, ou il faut attendre au 31 mars, ou faut que j'attende le courriel de mon gestionnaire qui me demande pour le faire. Je vois que vous êtes toutes animées, Annie en premier, et puis les autres, vous ajouterez par la suite. Bien, écoute, d'abord, il faut savoir qu'il y a comme un cycle de gestion du rendement qui facilite ces conversations-là. C'est certain que d'ores et déjà, quand vous établissez vos objectifs d'apprentissage, vos objectifs de rendement au début de l'année, quand on fait notre plan de rendement, c'est un bon temps pour avoir la conversation parce qu'on a l'attention de notre gestionnaire et parce que les deux sont un peu liés. Exemple, oui, ça c'est mon objectif. Mais moi, pour atteindre cet objectif-là, monsieur, madame gestionnaire, là, ça m'aiderait beaucoup si j'avais cette compétence-là en développement. Et j'ai pensé à ça parce que j'ai travaillé pour toi le soir et j'ai trouvé qu'il y avait un super de livre que j'aimerais lire si tu me donnais une demi-heure par semaine pour faire cette lecture. Vois-tu? Donc ça, on a un bon temps pour faire cette conversation-là au début de l'année, à la mi-année, quand c'est l'évaluation de mi-année, et à la fin de l'année, quand on wrap up tout ça, puis qu'on dit, OK, avons-nous atteint nos objectifs? Cela dit, ça, c'est bon parce qu'on a un petit peu l'attention, notre conversation, elle est supposée d'arriver, en tout cas en théorie. Alors, ça nous donne un petit peu, comme j'appelle, des placeholders pour avoir ces conversations-là. Par contre,
Un plan d'apprentissage, ce que moi j'en pense en tout cas, c'est que ça devrait être evergreen. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que tu peux ajouter dedans à tout moment. C'est jamais bloqué, c'est toujours accessible. Tu peux avoir une discussion là-dessus n'importe quand. C'est pas obligé d'être au milieu ou à la fin de l'année. Ça peut arriver n'importe quand. Alors, est-ce qu'on doit courir vite, aller avoir cette conversation-là? Bien, si vous ne l'avez jamais eue, oui, la réponse c'est oui. Alors, il n'y a pas de moment dédié à ça. Il y a des moments naturels où est-ce que la conversation est plus facile à avoir quand on est assis en seul à seul, en tête à tête avec notre gestionnaire et qu'on regarde au rendement. Le plan d'apprentissage aussi dans plusieurs ministères est associé avec le plan et les objectifs. Si vous faites vos objectifs dans le app là, de Conseil du Trésor, tout ça, c'est bien packagé ensemble. Certains ministères le font à part. Mais peu importe que ce soit lié dans le app ou à part, il n'y a rien du tout à nulle part. Je n'ai pas vu de politique qui vous empêche d'ajouter en tout temps ou de modifier en tout temps votre plan d'apprentissage. Merci. Puis, Robert, je ne me trompe pas en te disant, là, puis ça, là, je sais qu'Annie, tu y as fait, on va mettre ça au clair, c'est la responsabilité de l'employé, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessairement la responsabilité du gestionnaire. L'employé devrait prendre le lead, puis il devrait être actif sur ça, ou du moins, c'est ça qu'on extracte les gens. Vas-y, Robert. Ben, je vais trancher là-dessus là, parce que c'est, vas-y. À mon avis, c'est ma responsabilité à moi de gérer ma carrière à moi. Parce que là, je ne vais pas attendre que mon gestionnaire ou ma directrice le fasse. Là, non, merci. Mais selon les règles, selon comme toute la structure, puis le cadre de gestion de rendement et de la gestion des talents au fédéral, c'est une responsabilité partagée. Moi, en tant que gestionnaire, c'est vrai, je suis responsable des plans d'apprentissage de mes employés. Mais tu sais, dans le sens logique, là, c'est moi l'employé qui est responsable de ma propre carrière. Mais c'est pour ça que je dis souvent aux gens que c'est une discussion et c'est une responsabilité partagée. Parce que moi, comme gestionnaire, j'ai le budget, je peux approuver les dépenses s'il y en a. J'approuve le temps, parce que le temps, ça coûte aussi. Donc, c'est une dépense au niveau de nos pensées au fédéral. Donc là, j'approuve que tu participes au mentorat 1 heure par semaine avec ton mentor. J'approuve que une fois par année que tu partes en formation comme réelle parce que c'est une formation obligatoire, whatever. Donc moi, je suis responsable à ce niveau-là, mais au niveau du plan, des choix, des stratégies, de la décision sur les objectifs précis, non, je dirais que c'est partagé. Derek, tu es d'accord avec moi, je dirais? Tu es sur mute, Derek, mais on a vu ta tête dire oui. Good. Puis, en fait, Derek, un petit peu dans ce sens-là, pour compléter ce que Robert disait, par exemple, au moins, on sait que tous les participants aujourd'hui, ils vont prendre le lead sur ça avec tous les apprentissages qu'ils vont faire. Derek, on parle oui, c'est partagé avec le gestionnaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, en dehors que peut-être mon gestionnaire, à qui je peux m'adresser pour obtenir des conseils sur mon plan d'apprentissage? Oui, sûr et certain. Mais garde, avant de répondre à ça, je vais juste souligner ce que Robert et Annie ont dit, que tu devrais être le propriétaire de votre plan. Et moi, ce que je trouve, c'est que le monde, je trouve que parce qu'on est pas mal occupé, on trouve que le gestionnaire est occupé, toi, tu es occupé, je trouve que le plan d'apprentissage, c'est une des choses qui peut être un peu mis à côté. Il y a moins de priorité mise là-dessus. Et des fois, ce n'est pas la faute de toi et ce n'est pas la faute de ta gestionnaire, c'est juste le fait que c'est occupé. C'est vraiment à vous de mettre la priorité là-dessus et de prendre le temps, quelquefois. Oui, comme Annie a dit, c'est structuré, il y a des certains temps durant l'année qu'il faut parler de ça. Mais vous pouvez avoir une discussion n'importe quand là-dessus. Et moi, j'étais pour dire, c'est bon de revisiter le plan d'apprentissage, peut-être mettre quelque chose dans le calendrier. 1 fois par mois, je vais prendre 1 heure dans mon calendrier pour regarder le plan d'apprentissage, mettre ça à jour, et ensuite avoir mes discussions. Alors, Marc-André, pour répondre à vos questions, oui, tu peux avoir des discussions avec le gestionnaire, et ça, c'est important parce qu'il faut avoir des fois
l'appui de gestionnaire pour faire certains cours ou des choses de même. Mais je trouve que d'autres personnes importantes pour moi, des fois, ça va être un collègue, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect et je veux, peut-être ils ont beaucoup d'expérience. Alors, je peux avoir une discussion avec eux autres, avec un collègue. Des fois aussi, certaines organisations, si vous êtes chanceux, ont des conseillers, des conseillères en apprentissage. Et vous pouvez, et eux autres sont spécialisés dans ces discussions-là. Alors, vous pouvez voir s'il y a ces appuis-là dans l'organisation. Et alors, c'est ça, il y a plusieurs mondes avec qui tu peux parler pour juste avoir la discussion. Et c'est en faisant ces discussions-là que peut-être tu vas générer plus d'idées sur c'est quoi les compétences que je devrais avoir ou c'est quoi les choses que je peux faire pour avoir ces compétences-là. C'est ça. Si je peux juste ajouter là-dessus, Marc-André, c'est important de partager ses ambitions professionnelles, ce qu'on voit dans notre plan, ce à quoi on aspire, parce que les gens autour de vous qui sont vos alliés naturels peuvent vraiment devenir des alliés importants quand on est au courant. Parce que, exemple, si moi, j'entends parler d'un collègue qui cherche quelqu'un pour un projet spécial et puis qui trouve personne pour un micro-assignment, une micro-mission. Puis là, moi, je sais que Robert, là, c'est quelque chose qu'il a toujours voulu faire, un projet comme ça. Bien, si je le sais, je suis capable de dire à Robert, « Hey, parle à telle personne, il cherche quelqu'un pour une micro-mission, c'est parfait pour ce que tu m'as dit que tu voulais développer. » Bien, faut que je le sache pour être capable de relier les gens ensemble. Et ça arrive souvent qu'on est capable de faire ces liens-là, mais ou bien on ne le sait pas. Puis là, à un moment donné, quelqu'un va être en micro-mission, puis là, je vais à Robert, puis il me dit, « Ah, c'est chose que j'ai toujours voulu faire. » Je suis comme, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Avoir su, j'aurais pu te mettre en contact. Fait que c'est important de partager un peu plus large que juste son gestionnaire. C'est quoi nos ambitions? C'est quoi nos plans? Où est-ce qu'on se voit dans 5 ans peut-être ou dans 10 ans? Pour essayer encore une fois d'avoir cet appui-là de notre entourage. Ça peut être des gens de notre ministère, ça peut être des gens de d'autres ministères, ça peut être des gens de notre réseau. Ça peut être n'importe qui aujourd'hui qui va nous mettre dans le chat « Hey, moi, j'ai toujours rêvé de faire telle affaire. » Bien, c'est certain que si on entend parler de quelque chose puis qu'on peut vous retracer, on va vous mettre en contact, c'est certain. Tu sais, c'est win-win. Tout le monde veut vraiment la même chose ici, mais c'est important de partager ça parce que si on ne le sait pas, on ne peut pas faire grand-chose pour vous aider. Donc, on retient que son plan d'apprentissage, ça ne vaut pas la peine de le cacher. Plus qu'on le partage, plus c'est pas rien de privé, ça vaut peut-être même la peine. Ben, en fait, ça vaut la peine de le partager. Merci, Annie. Vas-y, Robert. Non, ça m'a fait penser à ce que Derek avait dit. C'est comme quand on parle des gens qui sont importants. Oui, les collègues, oui, le réseautage. On va parler du réseautage pendant les prochaines 60 minutes, c'est certain. Mais ce qui est très dommage au fédéral, c'est qu'ils sont très rares, les gens qui sont spécialistes en développement de carrière. Nous, à SPAC, je crois qu'ils sont 5 ou 6 pour tous les ministères, puis il y en a comme 15-16 000. Pour les gens des Forces armées, c'est un peu différent. Mais pour les gens civils, la fonction publique du Canada, ce n'est pas une spécialité qui est très fréquente. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent en ressources humaines et ces gens-là sont très expérimentés à interpréter puis de comprendre la différence entre les différents niveaux, mettons, d'une classification. Et souvent, quand on parle de nos plans d'apprentissage, quand on parle de nos objectifs et de notre plan de carrière, souvent, c'est encadré dans une vision de monter l'échelle. Donc là, si je suis AS2, de quoi est-ce que j'ai besoin pour devenir un AS3? Et ensuite, AS4, AS5, etc. Et donc, c'est souvent très intéressant de parler avec un spécialiste en dotation qui travaille en ressources humaines, juste pour parler des énoncés des critères de mérite. C'est ça, le SAMSI en français, les énoncés des critères de mérite, et de juste mieux comprendre la différence entre les compétences qui sont recherchées pour chacun de ces niveaux-là. Parce que souvent, on voit que maintenant, il y a l'initiative. Mais l'initiative au niveau AS2 puis AS4, là,
ça se manifeste de façon différente. La compétence analyse stratégique, encore une fois, c'est un peu différent au niveau d'un AS3 et d'un AS6. Donc là, c'est quoi la différence? Ça vaut la peine de temps en temps de parler de quelqu'un qui travaille à tous les jours en dotation, puis qui travaille à interpréter puis à analyser les compétences des candidats. Juste de poser la question à ces gens-là, puis de mieux comprendre. Donc voilà, c'est quoi la compétence visée? C'est ça la compétence que vous avez présentement. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que la différence entre ces deux-là? Et voilà, si on comprend mieux, on peut maintenant travailler dessus. Merci. On va passer sur un sujet. Je vais prendre une question qui est dans les questions et réponses tout de suite, puis l'allier à une question qu'on avait déjà. En termes d'éléments qu'on met, on a parlé, Annie, qui nous a donné une panoplie d'exemples de choses qui peuvent être dans le plan d'apprentissage, mais je serais juste curieux de vous challenger, de voir dans vos expériences, qu'est-ce qui est un élément créatif que vous avez vu dans un plan d'apprentissage, vous avez dit, ah, ça c'est smart, ou tu sais que vous avez été comme, oh wow, celui-là est plus unique, mais de l'autre côté, aussi, y a-t-il un élément que vous étiez comme, come on, que c'était presque scandaleux, que vous, Annie, tu nous l'as déjà dit, que vous allez mettre dans le shredder par la suite. Je vous lance là-dessus. Donc, un élément créatif, un exemple vraiment d'un élément créatif qu'on peut mettre dans son plan d'apprentissage, puis peut-être d'un autre côté, un élément que vous êtes comme, come on, tu peux faire mieux. Robert, je te lance. Un élément de come on, est-ce que c'est réel? Ça fait des années, là. C'était quelqu'un qui était à la fin de sa carrière, donc là, il jouait un peu avec nous, là. Parce que, comme j'ai dit avant, là, le plan d'apprentissage est quelque chose d'obligatoire. Lui, il ne voulait pas de formation cette année-là, parce qu'il y avait vraiment ces derniers mois à compléter. Donc, lui, il avait mis de macramé, là, le tissage comme des années 70, puis il avait mis un cours de macramé de notre collège communautaire là-dessus. J'étais comme, come on, là. Je comprends que ça ne t'intéresse pas à mettre du quoi sur le plan d'apprentissage, donc on va le remettre à zéro. Donc là, c'est une vraie histoire. Pour quelque chose de plus créatif, j'ai eu des employés dans le passé qui m'ont proposé des micro-missions. Annie, elle l'avait déjà mentionné, mais je ne sais pas si le monde au fédéral, on est au courant. Donc, une micro-mission, c'est comme une affectation plus formelle pendant quelques semaines ou pendant quelques mois, on peut conclure une petite entente informelle même avec l'autre gestionnaire pour avoir de votre temps. Donc, ça peut être 1 heure par semaine ou 1 jour par mois ou quelques heures par mois, whatever, pour une durée assez comme limitée, pour compléter une initiative ou pour compléter un petit travail ou de participer à un projet. Et là, j'aime beaucoup la créativité là-dedans, parce que là on reste dans son poste. Il n'y a pas de transaction ou de travail au niveau des ressources humaines. Nos amis en dotation sont trop occupés anyway, là. Donc, on laisse ça à côté, mais on a entre les gestionnaires une entente informelle comme quoi, oui, elle va développer ses compétences en gestion de projet ou en gestion des finances ou en communication ou whatever pendant ces heures-là. De plus, c'est quelque chose de très avantageux pour le ministère, pour notre organisation, parce que c'est un projet qui va être complété. Et de plus, il y a du bon réseautage entre nos unités ou nos directions générales, ou même entre nos régions. Et comme ça, je trouve que c'est créatif, ça arrive à rechercher les objectifs visés et ça ajoute beaucoup plus de réseautage et de collégialité entre nos gens. Où que c'était le plus créatif, c'était quand que la personne l'avait fait dans sa deuxième langue officielle. Donc là, ça, c'est de la créativité et de plus, là, elle a recherché des compétences linguistiques en même temps qu'elle a développé ses compétences en gestion de whatever. Ça, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Justement. 5. Oui. Et Annie, le coût était
comme à zéro, là. Ça ne nous coûtait rien. C'est ça, c'est ça. Ça coûtait juste un peu de temps, puis on va revenir à cette question-là dans quelques instants. Derek, Annie, je ne sais pas si vous vouliez ajouter sur ça, sinon je vais y passer au temps. Oui, bien en fait, ce que je trouve, moi, plus scandaleux, Marc-André, c'est pas ce que j'ai ever trouvé dans des plans d'apprentissage, c'est ce que je n'y retrouve pas, que je trouve scandaleux. OK. Qu'est-ce qui manque? Ce que je trouve scandaleux, c'est que les gens profitent pas de ça pour aller innover, pour aller proposer ce genre d'idées-là, pour aller faire une pierre deux coups, pratiquer votre langue seconde en même temps que vous développez une autre compétence. C'est tellement un outil extraordinaire. Puis tu parles de scandale, bien, pas de scandale, mais de meilleures pratiques, je te dirais, j'ai déjà vu quelqu'un demander pour aller à un cours de chant pour apprendre à avoir plus d'assurance en soi. J'ai entendu parler de quelqu'un qui s'était fait dire qu'elle devait aller sur la route rencontrer des clients et qui n'était pas très habile avec la conduite automobile, qui a demandé un cours de conduite, un refresher cours de conduite. Puis il a fait, bien, si tu m'envoies sur la route, monsieur, madame gestionnaire, pour conduire, puis je suis pas à l'aise à conduire, ça fait du sens quand même. Puis je me dis, ben, pourquoi pas? Fait que c'est pour ça que je dis, comme on se limite beaucoup, je trouve, par nous-mêmes avec ce qu'on peut mettre dans un plan comme ça. Et moi, je me dis toujours, ben, si ça fait du bon sens, vends ta salade, puis va de l'avant, tu sais. Puis des fois, ça peut avoir de l'air extravagant, mais ça ne l'est pas nécessairement toujours. Alors, il faut vraiment prendre le temps d'y penser. Puis aussi, ça me fait penser à autre chose, comme quand tu disais des fois, Derek, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais il faut être réaliste quand même. Parce que si c'est un plan qui est trop ambitieux, qu'on ne le réalisera jamais, ben, on va se décourager puis ça n'avancera pas. Fait qu'il faut quand même être réaliste dans ce qu'on met dans notre plan d'apprentissage pour qu'on puisse au moins le réaliser en bonne partie puis que c'est faisable de le faire d'ici un temps raisonnable. Puis aussi de penser que des fois, on a des plans qui sont à plus long terme. Tu sais, si vous voulez finir votre bac et qu'il vous reste 10 cours à faire, bien, puis que vous ne pouvez pas y aller à temps plein, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, il faut gérer aussi le temps que ça va prendre. Mais si je peux me permettre, je ne sais pas si c'est le bon temps, mais j'ai le goût de vous partager mon approche révolutionnaire. C'est une approche que j'ai apprise dans un programme de développement en leadership. Et puis, ça s'appelle Learn, Do, Teach en anglais. Donc, en français, apprendre, faire et enseigner. Donc, Learn, Do, Teach. Et ça, je challenge souvent les gens à mettre ça dans leur plan d'apprentissage. Quelque chose que tu vas apprendre, quelque chose que tu vas faire et quelque chose que tu vas enseigner. Puis là, on arrive quelque part qui nous amène autre part. Parce qu'on regarde à un plan d'apprentissage souvent de la perspective de « je suis le récipiendaire de ce plan ». Mais si tout le monde dans la fonction publique, qui compte 260, 50, 70 000 maintenant personnes, pense à qu'est-ce qui peut enseigner aux collègues, ce que tu es bon dedans, que tu peux partager et faire profiter les autres, imaginez la puissance de l'organisation apprenante qu'on pourrait créer de cette façon-là. N'oublions pas aussi qu'enseigner, c'est la forme ultime d'apprentissage pour soi-même. Il faut être vraiment à un niveau de connaissance supérieur pour être capable d'enseigner quelque chose. Et le fait de passer de faire quelque chose à l'enseigner nous amène au prochain niveau d'apprentissage et de profondeur de cette connaissance-là, sans compter que ça nous développe des connaissances au niveau du coaching, au niveau de l'enseignement, au niveau de la parole, au niveau de l'analyse, complètement ailleurs. Alors, si vous êtes prêt à aller encore plus loin, je vous dirais quand vous regardez votre plan d'apprentissage, de penser à ça, d'inclure cette dimension de Learn, Do, Teach et d'offrir peut-être votre temps. On disait tout à l'heure, oui, on peut donner du temps de recherche, on peut donner du temps de ceci, de cela, mais qu'est-ce que ça serait si on offrait à la ronde du temps pour quelque chose qu'on est bon dedans, qu'on est prêt à enseigner à d'autres? Et si vous êtes capable de trouver quelques petites personnes autour de vous qui ont une ambition semblable, on peut organiser des groupes d'apprentissage. Exemple, je ne sais pas si vous savez, comme tout le monde a besoin d'être meilleur dans Excel, par exemple. Bon, ben si toi, Marc-André, tu es bon avec les tables pivots, puis Derek est bon avec les fields, puis que Robert est bon avec les multiples de je ne sais pas quoi, puis moi, ma spécialité, c'est les budgets, bien, si on s'engage tous les quatre à passer 4 heures de 4 semaines consécutives ensemble, puis qu'on se fait un contrat d'apprentissage, bien, Robert va nous enseigner sa partie, Derek sa partie, et tous ensemble, on va développer Excel ensemble en partageant avec les autres juste une petite partie de ça
qui est notre expertise. Alors là, non seulement on développe notre capacité, mais on développe exponentiellement le réseautage, la communication interpersonnelle, l'apprentissage. Là, on est dans les trois. On est dans le learn, on est dans le do, on est dans le teach. Alors, c'est très puissant comme mécanisme. Alors, c'est ça que je veux dire par faut sortir du moule puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut maximiser. Mais le challenge, c'est ça aujourd'hui, trouver quelque chose avec la dimension faire, apprendre et enseigner, là, c'est assez révolutionnaire une fois qu'on est capable de mettre ça en action plusieurs années d'affilée. Là, c'est très, très puissant comme approche. L'approche communautaire, c'est clair. Derek, si tu voulais ajouter brièvement là-dessus? Ou en fait, sur peut-être la question initiale, là, quand on demandait les exemples créatifs et scandaleux? Oui, mais c'est pour, premièrement, quand on parlait de la créativité dans un plan d'apprentissage, ça est aussi, c'est un peu ça qu'Annie parlait de ça un petit peu, mais même si c'est juste de dire dans le plan que tu vas mettre du temps à côté, peut-être pour prendre un café quelques fois par semaine avec quelqu'un, par exemple, si tu veux améliorer ta compétence de parler une autre langue. So, ça peut être juste d'avoir un café 2 fois par semaine avec une francophone. Dans mon cas, je suis anglophone, alors avoir un café avec un francophone et parler la langue. Parce que c'est juste en parlant, des fois, pas besoin de prendre un cours, c'est juste en utilisant, c'est comme un instrument de musique, en utilisant, tu apprends. Et être créatif, de juste dire, pas besoin de prendre un cours, je vais juste mettre du temps à côté pour faire ça. Et juste pour souligner ce qu'Annie a dit, la partie teach, moi, je trouve que quand j'ai des collègues qui veulent, moi, je parle pas pire en français, quand j'ai des collègues anglophones qui veulent améliorer leur français et qui commencent un petit peu à apprendre le français, moi, je me dis, OK, oui, je veux apprendre, mais en même temps, I'll do the teach. Je vais faire le teach. C'est moi qui va avoir le café avec eux autres et je vais parler français en même temps. C'est moi je suis en train d'améliorer mon français et l'autre personne de faire la même chose. Alors, les deux aspects, il y a la créativité sur comment tu peux apprendre quelque chose comme une compétence et aussi, je veux juste souligner ce qu'Annie a dit, la façon de teach. Oui, je trouve que quand on enseigne quelque chose, on renforce nos connaissances là-dedans. Parfait. Une pierre deux coups, carrément, en faisant ça. Mais là, on en parle, je prends une question des questions-réponses. Ça prend du temps. Comment est-ce qu'on négocie ce temps-là, par exemple, avec son gestionnaire dans le cadre d'équipes qui sont sursollicitées? Et aussi, j'aime un penchant d'une des questions de notre public qui nous dit, entre autres, pour participer à des formations, à des webinaires, des programmes durant les heures de travail, mais qui ne sont pas tout le temps en lien direct avec son poste, mais qu'ils sont avec nos aspirations professionnelles dans notre plan de carrière. Comment est-ce qu'on négocie ça? Avez-vous des conseils là-dessus? Bien, moi, je vais jumper tout de suite, Marc-André, pour dire que de mon expérience, le pire, c'est pas de le négocier. Okay. Parce que je trouve que ça se fait mieux de le négocier. C'est sur le plan d'apprentissage, c'est approuvé, c'est signé. Moi, j'ai approuvé, je ne sais pas combien de plans d'apprentissage avec de l'argent, même. Puis je vais reparler du financement dans une minute, mais avec un signe de dollar, là, c'était signé, c'était dans mon budget, c'était coulé dans le béton. J'avais mis de l'argent de côté pour toi, pour ton apprentissage, pour me rendre compte à la fin de l'année que les gens ne sont pas allés, ils ne se sont pas inscrits, ça ne s'est pas fait. Puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Comme moi, quand j'ai signé, j'approuve, là. J'étais sérieuse, là, comme ton gestionnaire. Qu'est-il arrivé? Ah, j'ai pas eu le temps. Tu ne vas pas avancer ta carrière avec des j'ai pas le temps. Rendu là, je le sais qu'on n'a pas le temps, mais il faut le prendre, le temps. Parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Fait qu'à un moment donné, c'est à toi. Si tu es le conducteur de ton camion d'apprentissage, il faut que toi, tu te trouves le temps. Il faut que toi, tu gères ton horaire pour que ça se fasse, puis que ça se passe, puis que ça arrive. Fait que c'est là que, à mon avis, c'est là que c'est le pire en ce moment. C'est certain que je comprends, il y en a des gestionnaires qui ne veulent rien savoir. J'en ai vu, j'en ai connu, on en connaît toutes. Mais de mon expérience, le pire, c'était ça. C'était pas au niveau de la négociation pour faire dire oui au gestionnaire, c'était vraiment
au niveau d'essayer de le faire arriver dans la vraie vie quand on a une charge de travail qui est intense, puis c'est difficile. Je le sais moi-même, là, regarde, je blâme personne, ça m'est arrivé de faire « Ah, j'ai vraiment pas le temps d'aller à cette session-là. » Tu sais, comme j'ai vraiment pas le temps d'être ici aujourd'hui, sans farce. Je vous le jure, là. Fait que, mais je suis là parce que c'est important pour moi. Puis être ici, c'est dans mon plan d'apprentissage parce que c'est la partie que je redonne aujourd'hui, que je reçois de toutes parts et aujourd'hui, c'est la partie où je peux aider d'autres personnes, tu vois? Fait que c'est ça dans le learn do teach que je parle, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse le système prendre pause pour réaliser ces choses-là et leur donner la priorité qu'elles doivent avoir. Si c'est vraiment important pour nous, surtout si ça a été approuvé, il faut qu'on s'assure que ça va se réaliser. Et en tant que gestionnaire, je n'ai pas le temps d'aller voir les plans de tout le monde et dire « Peut-être pas supposé d'être à un cours, toi, cette semaine, comme j'ai 75 personnes, je ne peux pas les checker toutes. Il faut qu'eux autres, ils se prennent en charge aussi. » Mais en même temps, quand je tombe sur un out of office de quelqu'un qui dit « Ah, je ne peux pas vous répondre, je suis en formation », j'envoie un message au team lead, au gestionnaire pour dire « Good job, guys, je suis vraiment fière que vous ayez fait ce que vous aviez dit que vous alliez faire. » Parce que quand on dit qu'on va faire ça, ben c'est important aussi de le faire. Fait que c'est vraiment rester dans le siège du conducteur. Puis oui, négocier, c'est pas toujours facile, mais ça, on peut vous donner des trucs là, pour vendre votre salade. Mais en même temps, c'est vraiment, ça donne un bon exemple quand on le fait, ce qu'il y a sur notre plan. Puis il faut qu'on gère notre temps, notre énergie, puis notre charge de travail pour juste le mettre en premier. Puis c'est une façon de se mettre soi-même en premier, mettre sa carrière en premier, puis mettre son ambition professionnelle aussi. Puis c'est correct de penser à soi des fois. C'est correct s'il faut qu'on a une urgence puis qu'on n'y va pas, mais il faut aussi prendre le temps de s'investir parce que n'oubliez pas que quand on fait ça, on ne le fait pas juste pour nous-mêmes, on le fait aussi pour le travail et l'organisation. Et même si notre gestionnaire d'aujourd'hui va manquer peut-être un deadline puis il faut qu'il demande une petite extension, le gestionnaire de demain va profiter du fait que vous êtes allé faire ce que vous aviez mis dans votre plan. Fait, des fois, c'est un balancing act, il faut vraiment se mettre en équilibre là-dedans, mais ça il faut penser à l'investissement. Prendre soin de notre plan d'apprentissage, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement qu'on fait pour soi, mais aussi pour l'organisation. Puis ça a été un sales pitch. C'est un investissement. Rappelez-vous de ça. Voilà, merci. Merci aussi de partager ton temps à prendre avec nous, Annie, aujourd'hui. La question la plus populaire en ce moment de nos questions et réponses, on voit que nos apprenants, nos spectateurs qui sont avec nous aujourd'hui sont ambitieux, ambitieuses. Ils veulent savoir, est-ce qu'il y a des programmes pour faire un bac ou une maîtrise à temps partiel avec le travail? Je présume que c'est peut-être quelque chose qui peut dépendre, c'est sûr, mais comment est-ce qu'on rend quelque chose d'ambitieux comme ça dans notre plan? Puis, qu'est-ce que la partie que l'employeur peut faire là-dessus? Je peux commencer, mais très souvent pour les programmes beaucoup plus formels, universitaires et tout, là, s'il y a un système, un petit processus d'approbation au niveau régional ou au niveau de la direction générale ou même au niveau ministériel, parce que il y a des politiques un peu plus serrées là-dessus pour les paiements puis pour les coûts pour payer les frais universitaires, les frais d'enseignement. Parce que si c'est une formation à l'École de la fonction publique du Canada ou au sein du fédéral avec le réseau des jeunes, avec la communauté de pratique des gestionnaires, ça c'est différent. Donc, on devrait probablement parler avec sa gestion ou chercher dans le site intranet en ressources humaines ou en formation le processus à suivre. Je l'ai déjà vu. Je sais qu'Annie l'avait déjà approuvé pour quelques-uns de ses employés elle-même. Donc, c'est quelque chose qui se fait au fédéral. Mais il faut, dans ces cas-là, parce que c'est un processus plus formel, il faut vraiment lier ça aux compétences dont on aura besoin dans l'avenir, dans son rôle, que ce soit actuel, là. Mais il faut préciser un peu, on ne devra pas probablement avoir besoin de ces compétences pour faire son rôle actuel. Parce que si vous n'avez pas ces compétences présentement, pourquoi est-ce que vous êtes dans ce rôle-là, right? Donc, il faut vraiment penser un peu plus au plan de carrière et à la prochaine étape. Donc là, souvent, si on peut le lier
au plan de relève, tu sais, quand on parle de succession planning au niveau du fédéral, là, on parle de la relève. Ça, c'est très intéressant et c'est très avantageux pour l'organisation d'investir dans la formation du monde et surtout dans des domaines où il y a des difficultés au niveau du recrutement. Par exemple, pour les FI, pour les analystes, pour les spécialistes en ressources humaines, je ne sais pas quoi. Là. Donc, vraiment, il faut, comme Annie a dit, il faut savoir comment vendre la chose. Mais je dirais aussi qu'il faut être réaliste. Je ne crois pas que la grande majorité de nos ministères vont payer toute la maîtrise des employés si ce n'est pas une nécessité. Et c'est vrai que très souvent, très rarement, je dirais, on demande la maîtrise pour nos emplois. Donc, c'est vraiment une question d'aller avec une vision beaucoup plus stratégique que pour les formations typiques qu'on voit sur un plan d'apprentissage. Merci, Robert. Je peux peut-être ajouter, Marc-André, qu'il existe un congé pour les études. Ça fait partie de certaines des conventions collectives. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'on peut commencer par aller voir qu'est-ce qu'il y a dans votre convention collective. Parce que dans plusieurs, il existe un congé pour études que vous pouvez prendre. Donc, il y a certains avantages reliés à ça, c'est certain. Ça peut des fois aussi être que vous n'êtes pas rémunéré, mais ça peut être que vous l'êtes aussi, ou un pourcentage. Donc, il y a plusieurs choses qui se négocient. Et comme Robert l'a mentionné, ça peut partir du besoin qu'on a ou de la difficulté qu'on a à trouver des gens dans un domaine en particulier. Donc, ça, c'est certain, c'est toujours un bon argument. Pour ce qui est des études plus formelles, c'est important d'aller voir aussi c'est quoi la valeur ajoutée de votre investissement avant de s'impliquer là-dedans. Exemple, si tu es en train de développer une carrière au niveau AS, bien souvent jusqu'au AS7, ça peut être juste un diplôme d'études secondaires ou même pas universitaire qui va être demandé. Alors, est-ce que c'est complètement possible de faire une belle carrière de AS sans même avoir un bac? Oui, c'est très, très, très possible. Si tu veux le faire au niveau PE, non, tu ne peux pas. Ça prend un bac. Donc, ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Des fois, ça peut valoir la peine d'investir dans des études plus formelles pour aller atteindre ton objectif. Mais d'autres fois, c'est pas nécessairement ton meilleur investissement. Veux-tu vraiment investir 90 crédits pour aller chercher un bac si tu es déjà à moitié de ta carrière, presque rendu? Oui, peut-être, mais peut-être que ton meilleur investissement n'est pas là. Fait que c'est vraiment à bien y penser quand on va pour aller chercher un diplôme qui a cette valeur-là. Donc, c'est quoi l'avantage? Est-ce que c'est la meilleure piste? Est-ce que peut-être que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est quoi la valeur ajoutée de ça? Et l'autre chose que, juste pour vous donner de la petite monnaie de négociation avec votre gestionnaire, des fois, c'est difficile de se faire payer un cours et le temps d'y aller. Mais si vous coupez la poire en deux puis qu'on négocie moitié-moitié, ben moi, j'ai souvent fait ça. Exemple, si tu veux un cours à l'université, puis que tu l'as besoin, puis qu'il t'en reste 3 pour finir ton bac, là, tu vas pouvoir appliquer sur plein d'affaires que tu veux faire. Bien là, je veux t'aider, c'est sûr. Et là, ton cours, c'est le lundi après-midi. Bien, un cours à l'université coûte signe d'argent. Et là, est-ce qu'on te donne peut-être le temps d'y aller, puis toi, tu payes la facture? Ou peut-être qu'on paye ta facture, mais tu vas y aller le soir au lieu, sur ton temps. Donc, je vais t'aider, mais on va aller moitié-moitié, temps, argent, on négocie ça. Ça, c'est de la bonne monnaie de négociation des fois parce que comme ça, au moins, on démontre aussi à la gestion qu'on s'implique dans ce projet-là. On ne fait pas juste demander, on est prêt à donner de soi, on est prêt à donner de son temps. Même chose pour la formation linguistique. En ce moment, je suis dans une business où je ne peux pas laisser les gens aller pendant le jour faire des cours en langue seconde. Sauf que, par exemple, quand les gens s'inscrivent au collège le soir, ça me fait plaisir de payer la facture. Parce que là, je me dis, ben, waouh, s'ils sont prêts, c'est que je vois qu'ils ont cet engagement-là, ça leur tient à cœur, ça me tient à cœur, donc je vais partager avec toi la charge. Si tu vas passer ta soirée, je vais payer ta facture. Puis aussi, n'oubliez pas qu'en faisant ça, vous démontrez à quel point vous y tenez, à quel point c'est important. C'est plus dur pour un gestionnaire d'arriver et de dire non quand tu es déjà engagé, quand tu es déjà impliqué, quand tu dis à ton gestionnaire, regarde, je viens de payer 2 cours, je viens d'en faire 2 sur mon temps, payes-tu le 3e? Ben là, c'est comme, ouais, OK, je pense que je peux faire ça, tu sais. Fait que quand tu as déjà un investissement qui est fait au niveau personnel, ben ça aussi, c'est de la bonne monnaie de négociation. Super.
Là, j'aimerais sauter sur une autre question, voire même thème. On a beaucoup parlé, en fait, on a mentionné, mais pas beaucoup exploré la question du mentorat, du coaching dans l'espace d'un plan d'apprentissage. Entre autres, la question qu'on a plus spécifique en ce moment, qui est la plus populaire, c'est comment fait-on du shadowing lorsqu'on fait du télétravail? Puis moi, j'attendrai la question parce que je sais qu'il y en a d'autres sur le mentorat, sur le coaching. Comment est-ce qu'on fait ça en contexte de télétravail? Puis aussi, comment est-ce qu'on met ça dans nos plans, puis qu'on fait approuver ça dans nos plans? Donc, vas-y, Derek. Oui, je peux commencer, Marc-André. Juste pour commencer, avant de répondre à ces questions-là, je voulais juste renforcer ce qu'Annie a dit quand on a parlé juste avant moi. Quand j'ai commencé ma carrière comme adjoint aux semaines et je voulais aller plus loin et je voulais prendre des cours plus professionnels aux semaines au collège. C'est ça que j'ai fait. Il y avait besoin du monde en ressources humaines à ce point-là. Alors, j'ai fait de la rationnelle. J'ai dit oui, je vais prendre les cours. Si vous pouvez payer pour les cours, je vais aller à les cours, mais ça va être la fin de semaine, les soirées. So, ils ont payé pour mes cours, mais moi, je suis allé à l'école dans mon temps. Et c'était un bon équilibre et ça a bien marché et je suis devenu PE finalement après prendre ces cours-là. Alors, c'était un bon équilibre et j'étais bien appuyé. Alors, il y a des opportunités. Bonne question à propos du mentorat, shadowing. Je pense que avec la technologie actuellement, c'est quelque chose qui est possible. Et je pense que ça vient juste premièrement, de prendre le temps de trouver un bon match, quelqu'un qui peut jouer ce rôle-là, soit avec une situation de mentorat ou de shadowing, so trouver un bon fit, un bon match. Et deuxièmement, c'est d'avoir l'engagement de cette personne et de toi et trouver le temps. Et ça va être fait virtuellement. So, je pense que c'est toujours possible. Par exemple, si c'est du shadowing, là, tu peux assister à des réunions virtuelles. Tu peux être là. Peut-être ton caméra n'est pas ouverte, mais tu es là. Tu peux même peut-être participer de temps en temps quand tu te sens à l'aise. Et avec du mentorat, mais ça peut être une situation où vous mettez vous engagez à faire peut-être 1 heure par semaine ou quelque chose et vous pouvez faire une réunion Teams ou même vous pouvez peut-être sortir de la maison, avoir une chance d'aller rencontrer une personne et prendre un café et parler avoir vos discussions. Et je vais laisser les autres parce que je pense que les autres sont plus experts dans le contenu de ces discussions-là. Mais en parlant virtuellement, je pense que c'est toujours possible. So, je passe Sophie là-dessus. Je crois que la pandémie nous offre beaucoup plus d'options qu'auparavant. Parce que là Annie, tu es d'accord. Parce que là, avec nous qui sommes en région, oui, on avait accès au mentorat avec nos collègues et peut-être quelqu'un d'un peu plus avancé à Ottawa ou à Gatineau dans le temps. Et c'est maintenant le cas que tout le monde a accès à la même chose de façon virtuelle. Mais quand on parle de shadowing, traditionnellement, on l'avait vu comme dans un contexte où on était vraiment comme à côté l'un de l'autre, right? Ou même on accompagnait la personne à ses réunions, puis on était un peu tranquille, collés au mur, à écouter comment ça allait, puis comment ça fonctionnait. Donc, c'était vraiment une bonne façon d'apprendre le rôle, puis les stratégies, puis les approches de la personne. Mais maintenant qu'on se trouve dans un format virtuel, le shadowing, oui, ça a l'air différent parce que ça se fait par le biais du partage d'écran où on assiste à une réunion, mais de façon virtuelle. Mais là, on a accès à comme 100, 120, 140 000 autres personnes ou même 260 000
personne de plus, right? Parce que dans le passé, là, on avait accès aux personnes dans notre bâtisse ou même dans notre ville. Mais maintenant, on a accès à toute la fonction publique. Donc, oui, où que ça va être plus difficile, c'est de trouver le bon match. Mais imaginez-vous, là, il y a de multiples meilleurs matchs qu'auparavant. Right? So, une fois qu'on trouve la personne qui s'intéresse à nous et avec qui on va s'entendre, puis de qui on va apprendre, sky's the limit. Tout est possible avec ça, là, maintenant qu'on est virtuel puis national. Et ce que moi, j'apprécie beaucoup présentement, c'est qu'on est en train de devenir un effectif national et vraiment une opération nationale, beaucoup plus qu'auparavant. Annie? Écoute, tu as tout à fait raison. Les deux, vous avez raison. Moi, je trouve que c'est encore plus facile maintenant de faire du shadowing. Parce que si je te laisse me shadower aujourd'hui, là, je te donne c'est quoi mon calendrier de la journée. Et puis, ce que je fais entre mes réunions, si tu veux voir, là, je peux te mettre sur Teams puis te partager mon écran à temps plein si je veux. C'est encore plus facile maintenant que ça aurait été avant. Imagine-tu, tu aurais été obligé d'être au-dessus de moi et de regarder qu'est-ce que j'écris puis qu'est-ce que je dis puis tout ça. Alors que là, tu es assis chez toi et on fait ça. Donc, à mon avis, c'est encore plus facile, puis définitivement, de miser sur le fait qu'on est tous interreliés, interconnectés maintenant. Ça augmente le pourcentage de possibilités incroyablement. Donc, comme tu dis, c'est de trouver la bonne personne, mais en même temps, ça devient encore plus simple et plus facile. Et c'est là qu'il faut se donner l'avantage que ça a au lieu des limites. Et ça nous donne aussi accès en termes de développement de carrière à tellement d'autres postes. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment les organisations embaucher tout le monde, si c'était là. Je sais que moi, j'en profite joyeusement, comme vous pouvez vous imaginer. Il n'y a plus de limites. Bien, il y a des limites, mais tu sais, comme c'est facile d'enlever ces frontières-là en ce moment-là. Donc, d'aller se trouver des affectations, peu importe dans quelle région, peu importe dans quel ministère. On est tous sur une plateforme virtuelle, alors ça ouvre énormément de portes, mais surtout au niveau du mentorat, au niveau du shadowing, c'est encore plus facile qu'avant, à mon avis, de le faire maintenant. Merci à vous trois. Une question. Avez-vous, puis je sais que ça peut être difficile dans un contexte Zoom comme ceci, mais peut-être qu'il y aura des ressources que vous pourrez nous partager quand même. Avez-vous des exemples de modèles de template pour un plan bien détaillé, bien organisé, des choses qui devraient être là? Puis moi, je vais me permettre de, encore une fois, prendre un pas de l'arrière puis demander la question qu'il y a peut-être des gens qui n'osent pas demander parce qu'ils sont peut-être nouveaux puis ils pensent que c'est acquis. Comment long que c'est censé d'être un plan d'apprentissage? Qu'est-ce qu'on met dans ça? Qu'est-ce qu'est un plan d'apprentissage à la base? C'est peut-être même une question qu'on aurait dû décrire depuis le début. Donc, question de plan d'apprentissage, ça ressemble à quoi? Ça mange quoi en hiver? Si je peux commencer avant qu'on s'excite, là, regardez avec vos ministères s'ils ont un gabarit obligé. Okay? Voilà. Parce que là, je ne veux pas péter votre ballon, mais je vais le faire. Okay? Super. Il y a des endroits qui sont très libres. Ah oui, apporte-moi le plan que tu veux. Et d'autres qui sont là, il faut que ça fitte là-dedans. Ça fait que je vous dirais, premièrement, d'aller voir qu'est-ce qui est en vigueur ou c'est quoi la norme dans votre ministère ou votre agence, parce que là, on est peut-être obligé de suivre le gabarit imposé. Et ça, je l'ai vu souvent. Ce qui ne nous empêche pas, c'est comme quand il y a un petit carreau et tu ne peux pas écrire à côté du carreau, là, ben, là oui, peut-être qu'on peut prendre le gabarit et se l'approprier. Peut-être, ça se peut. Mais je vous dirais d'aller d'abord consulter avant d'en élaborer un de votre cru, d'aller vérifier comment ça doit être présenté. Et la raison pourquoi on est peut-être moins créatif dans le format, c'est au niveau de l'approbation. Donc, si par exemple, le format le demande, tu vois, comme souvent, je sais qu'il y a certains formats que nous, on a besoin aux finances pour que ça soit signé et approuvé au niveau des finances. Ça prend les signatures et le gabarit comporte ces éléments-là. Donc, cela dit, ça, c'est la vraie version. Okay? Peut-être que ça vous prend votre gabarit de votre ministère, c'est une bonne idée de le suivre, mais il n'y a rien qui vous empêche d'avoir votre propre mind map ou votre propre dessin, ou votre propre poster ou votre propre catalogue de petits bonhommes découpés pour vous faire un plan puis un rêve de carrière. Tu sais, en arrière. Ce que je dis, c'est qu'un n'empêche pas l'autre, mais il y a souvent des formats pas mal prédéterminés. Ce que vous allez trouver dans la plupart des formats, ça va être l'objectif visé, ça va être le type d'activité,
Ça va être, est-ce que c'est pour votre poste actuel ou un du développement de carrière? Ça va être, c'est quand, combien ça coûte, combien de temps, combien d'argent, combien d'investissements, avec qui, qui, comment, pourquoi, tous les détails. Donc, normalement, là, c'est pas mal standard, ces types de questions-là dans un plan d'apprentissage. Fait que moi, je vous dirais, avant de réinventer la roue, là, regardez qu'est-ce qu'il faut que vous utilisiez là où vous êtes. Cela dit, une fois que vous avez rencontré les normes pour les raisons qu'on connaît, là, à ce moment-là, pensez à qu'est-ce qui vous inspire. Moi, je fais beaucoup du mind map. Ceux qui me connaissent le savent. J'essaie d'être assez créative dans mon approche parce que je trouve que ça me fait penser à des choses que ça ne me ferait pas penser si je fais juste remplir les petits bidules là, dans les carreaux. Mais je vous dirais qu'une fois que le format-là est obligé, il n'y a rien qui vous empêche d'être créatif et d'être inspiré en arrière, dans le background, et de faire ce plan-là. Encore une fois, mon Dieu, lâchez-vous là. Faites ça comme vous voulez. Allez-y avec des quotes, allez-y avec des post-it, allez-y avec ce que vous voulez. Là, une fois que vous avez trouvé ce qui vous inspire, moi, je vous dirais, allez-y avec ça. Donc, la partie officielle et la partie amusante. Comme un mini-wheat. Le côté sucré et le côté de blé, ben, c'est ça. Mini-wheat. Là, je voulais juste ajouter, comme je vais porter mon chapeau de gestionnaire pendant une minute, là, parce que là, où que moi, je suis plus réceptif et où j'apprécie un peu le travail que l'employé a déjà fait pour moi, là, c'est au lieu de me donner la liste des cours qui sont nécessaires, parce que là, j'apprécie qu'il y a toujours la liste des formations obligatoires. Great, good. Mais là, où que moi, je peux aller voir l'utilité, puis la nécessité, puis l'importance des formations proposées, c'est quand l'employé me vient avec les compétences à développer. Parce que là, j'espère qu'on a eu ensemble déjà une discussion sur les compétences qui sont nécessaires pour la prochaine étape sur la hiérarchie. Comme j'ai dit, là, le prochain niveau, right, pour la carrière. Donc là, si on comprend déjà qu'il y a des compétences à développer et que le packaging me donne du quoi travailler avec, là, je peux apprécier que l'employé n'a pas juste choisi d'une liste des formations les choses qui sont comme intéressantes ou ceux qui ont des titres un peu plus attirants. C'est vraiment penser de façon un peu plus approfondie et on peut voir qu'il y a des compétences qui sont à rechercher pour le développement de sa carrière. Donc, c'est ça que j'apprécie et que je sais que j'approuve quelque chose qui va être apprécié par l'organisation et par les futurs gestionnaires de l'employé, pas juste moi. Oui, je suis d'accord. Les structures, il y en a. Mais par exemple, la structure qu'il faut qu'on utilise, c'est celui dans le PSPM app. Alors ça, tu vois les headings là-dedans. Alors ça donne un petit peu la structure qu'on voit habituellement. Mais tu peux avoir n'importe quelle structure, mais ce qui est plus important, un peu comme Annie a dit et Robert, c'est le contenu. C'est de prendre le temps de penser qu'est-ce que tu vas mettre dans ces boîtes-là. Et on a parlé de tous les aspects, mais une autre chose que peut-être on devrait penser un petit peu, et je sais qu'on a touché là-dessus durant la discussion, mais c'est vraiment le rationnel. Quand tu viens, quand tu veux faire quelque chose et tu sais qu'il va y avoir peut-être un petit coup ou un petit peu de temps, c'est de penser beaucoup à pourquoi like, dans un sens, il faut vendre l'idée. Et pour ça, moi, je trouve une des choses qui aide un petit peu de penser quand tu fais ton rationnel sur pourquoi tu veux que le gestionnaire va investir un petit peu d'argent dans toi. C'est les return on investment. Et on a parlé de ça tantôt. C'est comme, qu'est-ce que toi, en faisant ce cours-là, qu'est-ce que toi, tu vas remporter à l'organisation, à ton équipe, à ton gestionnaire, à tes collègues? Il faut penser un petit peu à qu'est-ce que je vais, quand je vais faire ces choses-là, qu'est-ce que je vais être capable de retourner à mon organisation en faisant cet investissement? C'est juste une petite chose de penser. Quand on fait notre plan d'apprentissage et on pense à la contenu, le rationnel pour pourquoi tu devrais aller sur cette cours-là, ça, c'est important de mettre un peu de temps là-dedans.
Si je peux ajouter, Marc-André, aussi, une fois que tu le sais et que tu le sais dans ton fort intérieur, ce que tu veux absolument vraiment, c'est de vendre ta salade, puis de ne pas lâcher non plus. Parce que je voyais quelqu'un dans le chat qui disait, ben moi, j'ai demandé, puis je me suis fait dire non. Ben moi, un jour, il y avait une conférence à laquelle je voulais assister, puis ça avait l'air d'être la plus merveilleuse affaire au monde. J'étais tellement convaincue que c'était la meilleure affaire au monde. Puis j'ai présenté ça à mon gestionnaire, mais imaginez donc la conférence-là est en Floride. Ben, d'envoyer moi en bas de la food chain en Floride, je savais que ça allait être un hard sell, là, comme je m'attendais qu'elle allait dire non. Puis effectivement, il a dit non. Mais là, l'année d'après, ben, j'ai demandé encore pour cette conférence-là. Puis là, j'avais encore des meilleurs arguments. Puis j'ai dit, regarde comment ça peut profiter à tout le ministère si je me mets à faire des ateliers pour partager le contenu, tout ça. Là, c'était comme troisième année, je suis revenue. J'ai demandé encore la même conférence. Puis à un moment donné, il a fait, ben là, tu décroches pas. Puis j'ai fait non. Puis j'ai dit, je vais te la demander jusqu'à temps que tu dises oui, juste que tu saches, heads up. Fait que j'ai fait, même si ça me prend 10 ans, là, je vais quand même la demander à toutes les années pendant 10 ans parce que peut-être une année, tu pourras me dire oui. Puis ça a été non pendant, je pense, 3 ans d'affilée, si je ne me trompe pas. Puis à un moment donné, la 4e année, il y avait eu une visite d'un sous-ministre ou sous-ministre adjoint en région, puis on parlait du développement. Puis je suis comme, ah oui, moi, cette conférence-là, ça fait 3 ans que je la demande, puis je veux vraiment y aller. Puis là, quelqu'un avait dit comme, ah ouais, c'est pas une mauvaise idée, on pourrait en profiter aussi, blabla. Puis là, ça a comme ouvert une petite craque dans la porte. Bien, imaginez-vous donc, je suis allée. Ils m'ont renvoyé, moi, à cette conférence-là, après 4-5 ans que ça faisait que je la demandais. J'ai fini par y aller. Mais ça m'a coûté cher dans le sens que, comme il a fallu que je briefe le ministère dans tous les sens, sur toutes les coutures, mais ça a été vraiment un bon investissement. Fait que, à un moment donné, c'est question de timing aussi. Des fois, il faut planter la graine, il faut l'arroser. Des fois, on ne convainc pas le gestionnaire du premier coup. Des fois, cette année-là, il n'y a pas d'argent. Donc, des fois, il faut insister délicatement, respectueusement, mais des fois, il faut aussi insister si on est convaincu de notre coût puis qu'on pense que ça peut être un bon investissement, là. Alors, mais c'est sûr qu'il faut être respectueux dans notre insister, là, quand même. Mais des fois, tu sais, comme tu as ce feeling-là que oui, c'est la bonne chose, bien, il faut persister aussi des fois. Puis continuer de demander, puis à un moment donné, le timing va être bon. À un moment donné, une année, il y en aura du budget d'extra pour vous. À un moment donné, il y aura quelqu'un qui s'absente, puis il cherche quelqu'un pour prendre la place, puis vous êtes le prochain sur la liste. Il y a certains ministères aussi qui disent qu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent. Et là, ils vont sélectionner les gens qui ont ça sur leur plan d'apprentissage, exemple. Exemple aussi, vous pouvez faire des demandes fermes mais obscures. Exemple, je veux participer cette année aux sessions du réseau des jeunes. Bien, vous n'avez pas la date, vous n'avez pas l'heure, vous n'avez pas le contenu, mais vous demandez pour une participation aux activités du réseau parce que vous le savez qu'il y en a chaque année, puis vous le savez que ça vous parle. Bien, ça peut être comme un peu un placeholder sur votre plan. Il n'est pas toujours obligé d'être super détaillé. Ou si vous voulez faire partie du réseau des gestionnaires, vous pouvez l'indiquer. Puis des fois, les sessions se développent en cours d'année. C'est pour ça que là, je fais le lien avec, c'est un document qui est evergreen, qu'on peut toujours modifier parce que là, on remplace cette ligne-là par l'atelier en particulier auquel on veut assister, exemple. Fait que ça peut être des petits trucs aussi à comment gérer là, cet apprentissage-là. Merci, Annie. Ça nous a permis aussi de répondre à d'autres questions. Je pense qu'il y avait dans les questions-réponses qui étaient des cas un peu plus personnels, mais que je pense que de qu'est-ce qu'on comprend, c'est persévérer. Puis des fois, c'est juste malheureusement, d'une certaine manière, une question de timing. Mais juste soyez comme Annie. Toujours, Marc-André, là, le pire qui peut arriver, là, c'est que le gestionnaire va dire non. Non. C'est ça. Mais il ne faut pas se décourager à ce non-là. C'est ça. Une question. C'est correct de se faire dire non aussi. Des fois, il faut accepter que c'est non. Mais comme je dis, insister respectueusement, puis le pire qui peut arriver, c'est qu'on se fait dire non. Une question qui est un peu dans le thème de la journée, de belle cause pour la cause. Est-ce qu'il y aurait des liens à faire avec notre santé mentale, le but d'avoir une bonne santé mentale, peut-être des objectifs ou des obstacles qu'on veut parcourir en croissance personnelle de ce côté-là, avec notre lien d'apprentissage? Je vous lance ça comme ça. Donc, que notre plan d'apprentissage ne devient pas nécessairement un fardeau sur notre santé mentale, mais bien quelque chose avec laquelle on peut l'aider. Vas-y, Derek, je vois que tu lèves la main. Mais je trouve
personnellement, je trouve que quand je vais pour un cours, quand j'ai la chance d'apprendre de quelqu'un, une expérience où je vais apprendre, ça me motive, ça me donne juste un tout petit break du travail. Disons, c'est un cours pour une journée. Ça me donne une chance, je ne sais pas comment dire en français, peut-être Marc-André, tu peux rejuvenate. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Réénergiser d'une certaine manière? Oui, oui, c'est ça, et c'est ça. Alors, dans ce sens-là, ça peut aider aussi quand on fait nos buts et on a un but qui est comme, on peut le voir, et on a un plan pour arriver là, et on est en train de faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour se rendre. Chaque petite étape, chaque fois qu'on avance avec notre plan et qu'on arrive plus proche à notre but, ça nous aide aussi, ça fait du bien. Quelque chose à ajouter, Robert, Annie? J'allais dire que c'est quand même une priorité du gouvernement un peu partout, right? De la santé mentale, puis le bien-être au travail, etc., etc. Donc, si on peut participer aux séances, même si c'est d'une façon passive. Aujourd'hui, il y avait la grande web diffusion en cause pour la cause. C'est quand même quelque chose de passif. On ne participe pas, on a ça comme à l'écran. Donc, moi, j'allais dire avant qu'il faut souvent demander les bons outils aussi. Moi, j'ai 2 écrans. Quand je suis au bureau, j'en ai 3. Donc là, moi, je ne suis pas avec le public. Je ne suis pas comme un guichet de Passeport Canada. Donc là, je peux me permettre d'avoir à l'écran une web diffusion en même temps que je réponds à mes courriels ou que je travaille sur un deck que je vais présenter à la gestion. Ce n'est pas toujours tout le monde qui peut le faire, mais moi, je peux me permettre de faire 2 choses en même temps. Mais moi, je trouve que ma gestion soutient tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est bien-être au travail, mais des fois, ça dépend du gestionnaire et ça dépend du travail de l'unité. Oui, c'est vrai que de temps en temps, ça prend un peu de négociation sur les tâches de la journée. Si je veux participer à un web diffusion, peut-être que je devrais ajuster mes heures, mon quart de travail un peu cette journée-là pour être capable de faire les 2 choses. Mais je trouve au niveau du plan d'apprentissage que je vois depuis quelques années beaucoup plus de contenu qui représenterait le développement personnel que le développement professionnel. Comme la balance a un peu changé depuis quelques années et je crois que ça reflète de beaucoup notre sensibilisation au niveau de la gestion au bien-être au travail. Oui, j'ajouterais là-dessus aussi que c'est un peu aussi dans le choix des activités qu'on va mettre sur notre plan, comme pour nous ramener au début de la session, parce que je vous donne par exemple un exemple, quelqu'un qui fait du mentorat. Bien, l'approche de mentorat est une approche qui est très personnalisée, hein? Donc, avant, mettons, si tu décides, si tu compares à aller dans une salle de classe où est-ce que tu as 30 personnes et que le curriculum est déjà prédestiné à l'avance, une session de mentorat, par exemple, va beaucoup porter sur l'écoute de la personne. Donc, c'est important de sentir cette écoute-là et c'est une place où est-ce que tu peux l'avoir, où est-ce que c'est une activité d'apprentissage sur mesure pour juste toi. Alors, le curriculum, il est vraiment basé sur toi, l'écoute est basée sur toi, les questions de coaching sont basées sur toi, le partage d'expérience est basé sur te faire progresser. Alors, je pense que ça fait quand même un bon lien aussi avec la santé mentale. Puis, tu sais, juste cet aspect-là de dire, quand tu partages ton histoire à quelqu'un, « Ah, moi aussi, ça m'est arrivé, cette affaire-là », puis là, tu ne te sens pas toute seule. Bien, c'est très bon, ça aussi, pour la santé mentale. En même temps, apprendre, c'est très motivant. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je suis ici aujourd'hui, puis ce n'est pas souvent que j'ai la chance de faire ces activités-là maintenant. Puis, je suis toute énergisée, je suis sortie de ma routine, j'ai fait d'autres choses. Ça me donne énormément d'énergie, ça me motive, c'est bon pour mon moral d'être là aujourd'hui. Fait que c'est dans ce sens-là aussi, quand on disait que ça n'empêche pas de prendre soin de soi, au contraire. Alors, je pense que ça a quand même des bons liens avec la santé mentale, dans la mesure où on choisit les bonnes activités pour soi. Si on est traumatisé à l'idée d'avoir du one-on-one avec un mentor, bien, s'il vous plaît, mettez pas ça là, tu sais. Donc, c'est vraiment d'aller
chercher ce qui nous énergise, nous motive nous-mêmes et d'aller remplir là, notre tank de motivation grâce à nos activités d'apprentissage. Et la beauté de la chose, c'est que c'est nous qui les choisissons. Donc, vraiment, ça devrait être une bonne occasion, justement, d'apprendre et en même temps d'avoir un impact positif sur notre santé mentale. Pour utiliser, et c'est comme aller au gym et être stressé pour aller se déstresser, là. Tu sais que ça ne fait pas de sens. Bien, choisissez des activités qui vont être bonnes pour votre santé mentale, je dirais. C'est une bonne stratégie probablement pour mettre sur votre plan. Merci, Annie. Il nous reste environ même pas 2 petites minutes, presque. Je vous demanderais votre mot de la fin, votre conclusion. On avait une session plutôt dans le camp de carrière sur comment faire du storytelling en format TikTok, presque en 30 secondes. Ça serait ça, votre mot de la fin sur notre sujet d'aujourd'hui en 30 secondes. Annie, tu peux partir le bal. Oui. Je vous dirais que c'est un plan d'apprentissage, c'est aussi de l'apprentissage. C'est pas grave si vous ne l'avez pas comme il faut la première fois. C'est pas grave si vous ne l'avez pas comme vous la deuxième fois. À force d'en faire un, vous allez trouver la formule gagnante pour vous. Et c'est aussi une danse qui se danse à deux avec votre gestionnaire. Donc, bien connaître votre gestionnaire, observer comment il prend ses décisions. Si c'est une personne introvertie, il ne voudra peut-être pas vous donner go pour dépenser 3 000 $ on the spot. Peut-être qu'il faudra qu'il dorme là-dessus un petit peu. Donc, de regarder la personnalité et de voir une petite danse comme ça avec la personne et en étant vraiment convaincant, mais toujours en étant respectueux aussi. N'oubliez pas que du côté de la gestion, des fois, il y a des éléments dans la prise de décision qu'on ne peut pas toujours partager avec les gens. Donc, de respecter aussi la décision, mais en même temps, d'avoir quand même la conversation. Puis encore une fois, le pire qui peut arriver, c'est qu'on se fait dire non, puis on continue, puis on recommence, puis on change de stratégie, puis on s'ajuste, on s'adapte, et on apprend à faire un bon plan à la fin. Derek, je te lance la balle. Premièrement, je veux juste dire merci Marc-André pour être modérateur aujourd'hui et à mes collègues Annie et Robert. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous autres. Moi, je pense que pour atteindre des buts, il faut vraiment penser à vos buts et les écrire. Des fois, quand tu écris tes buts, tu as une meilleure chance de les atteindre. Et aussi, de faire un petit calendrier pour faire certain que tu n'oublies pas de regarder ça régulièrement, de l'ajuster, comme Annie a dit, evergreen, pour que tu puisses continuer sur cette route-là. Alors, c'est ça. Je pense que ça, c'est d'écrire les buts et tu vas avoir une meilleure chance de les atteindre et les buts vont être dans le plan d'apprentissage qui est plus structuré. Et Robert? Je vais continuer ce que Derek a dit. Oui, il faut savoir son but, mais il faut savoir comment diviser le but en étapes faisables. Donc là, si j'arrive et je suis nouveau, là, puis je veux être sous-ministre adjoint, ça ne va pas être demain, mon cher. Mais oui, c'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais pensez, right? Il faut vraiment penser à quelles sont les étapes à passer pour être sous-ministre adjoint éventuellement et cibler chacune de ces étapes une après l'autre et éventuellement, oui, on sera le sous-ministre adjoint dans quelques années, c'est certain. Donc, connaître ses buts, bien pouvoir les diviser, bien pouvoir se préparer aussi, puis de continuer de persévérer, comme le disait Annie, à travers son plan, ne pas hésiter d'essayer. Puis de pas de sortir de la boîte, je pense aussi qu'il y a une leçon du début de la session en termes de plan parce qu'il peut y avoir plusieurs choses qu'on peut mettre dans ce plan-là. Ce n'est pas obligé d'être juste des cours de l'École de la fonction publique. On peut y aller très large. On peut presque tout mettre sauf des cours de macramé. Sur ce, merci énormément Annie, Derek, Robert. Ça a été un énorme plaisir de discuter avec vous. Moi aussi, Annie, je suis super énergisé, ou pour utiliser un mot très en vogue en ce moment, boosté de notre conversation cet après-midi. Merci d'avoir été là.
Les liens vers les ressources supplémentaires à la session d'aujourd'hui vont se trouver sur la page wiki du camp de carrière. Le lien va être partagé dans quelques instants dans l'espace de discussion. Aussi, dans quelques instants, n'hésitez pas à vous joindre à la session de networking, de réseautage qui va se dérouler sur la plateforme WonderMe si vous voulez venir faire un petit tour. Le lien également va apparaître dans quelques instants dans le chat. Vendredi, la conclusion du camp des carrières avec le super panel du camp de carrière où on va répondre à toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre, entre autres avec certains de nos panélistes des différentes sessions. Donc, une grande session un peu à la Ask Me Anything qui va se dérouler vendredi 13h, heure de l'Est. Encore une fois, Derek, Robert, Annie, ça a été un énorme plaisir de discuter avec vous cet après-midi. Merci de votre temps, merci de votre partage. À tous et toutes qui ont été à l'écoute aujourd'hui, bon plan d'apprentissage, si on peut souhaiter ça. Bonne négociation avec vos gestionnaires. Je pense que tout le monde en aura déjà appris énormément et saura mettre ces apprentissages-là en action dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres cet après-midi et bonne fin de Camp Carrière 2022.